Merci de votre invitation. Rexecode est une référence qui n'est pas que personnelle, évidemment, mais qui a beaucoup compté dans les choix, les décisions que dans le passé j'ai eu à agiter. Et je vous remercie de cette invitation qui permet d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la prospective, même si c'est loin d'être une science exacte, m'avait fait venir comme grand témoin. Je ne sais pas de quoi je serai le témoin. Le témoin, celui qui a vu. C'est très difficile d'avoir vu ce qui va se produire. Peut-être que c'est votre idée. En tout cas, j'ai toujours défendu autant de convictions que de croyances aussi. Donc évidemment, il y a là une partialité qu'il faudra évidemment combattre lorsque vous m'écouterez. Mais en même temps, une forme finalement de vérification, d'intuition qui se sont produites dans ce qui s'est produit en gros depuis les années 90, les accords de Marrakech, qui ont organisé en quelque sorte la mondialisation, qui est une production politique des dirigeants politiques de la génération précédente, après l'acte unique 1986, la mondialisation, tout cela a été maintenant autopsié, analysé, mis à plat et compris. Alors évidemment, là, soudain, nous assistons à une sorte de rétrécissement du monde. C'est la fin du village global, de la mondialisation heureuse, du doux commerce. C'est la fin de l'OMC, l'OMS, l'ONU, l'OTAN, la COP. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments qui nous ont rassemblés, qui sont en train d'exploser devant nous, et en morcelant le monde. Alors que se passe-t-il? Les nations se reforment, et pour parler économie, puisque c'est un rassemblement d'économistes, en tout cas de passionnés d'économie, ou de pratiquants, de praticiens, les nations se reforment, sous une forme continentale d'ailleurs, et prennent la direction politique de leur économie. C'est ça qu'il faut comprendre, et je voudrais faire en introduction de cette analyse les raisons, d'essayer d'identifier les raisons de cette évolution brutale. Et surtout, ça nous permettra de comprendre pourquoi ça risque d'être durable, et non pas une espèce de crise d'urticaire liée au peuple américain qui n'aimait pas Mme Harris ou M. Biden. Je pense que tout cela est beaucoup plus profond et mérite d'être considéré comme non conjoncturel pour parler comme un économiste. La mondialisation est condamnée par les peuples. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est eux qui décident in fine du destin de leur société et donc de leur économie. Rappelons juste, et je sais que ce sont là des mots que j'ai eu du mal à prononcer il y a encore quelques années. Il y a 10 ans, lorsque j'avais écrit un livre sur la démondialisation, on expliquait que j'étais un lepéniste. Bon, maintenant, alors tout le monde est lepéniste finalement, puisque c'est répandu l'idée que, en effet, la mondialisation a épuisé, et c'est de l'Occident que c'est venu, a épuisé moralement l'Occident, elle a appauvri les classes populaires, qui ont congédié leurs dirigeants et qui sont en train de continuer à congédier leurs dirigeants qui sont pro-mondialisation pour choisir des protecteurs à la place contre ce phénomène-là. Le Trumpisme comme le Brexit sont les deux accès, mais Madame Meloni, nous n'en sommes pas très loin. En France, nous avons une alternance qui se profile assez ressemblante avec ce qui va se passer, ce qui s'est passé aux États-Unis et dans tous les pays européens ou dans les pays occidentaux, y compris en Amérique latine. Vous voyez comment finalement les grandes controverses s'organisent et s'ordonnent autour de cette question fondamentale. J'ai repris, c'est très intéressant de rassembler ces idées, de refaire des plongées temporelles dans le passé. Le rapport que Hubert Védrine avait rendu à la demande du président Sarkozy en 2008 sur la mondialisation. Pour ou contre? Quel est notre choix, nous, Français, dans ce monde? Je reprends cette phrase. La mondialisation a mis en concurrence des vieilles classes ouvrières syndiquées avec 100 ans d'acquis sociaux, avec des esclaves des pays asiatiques qui n'avaient pas le droit de se rebeller, demander des hausses de salaire et obtenir des droits sociaux. Nous sommes encore, c'est le Trumpisme.
en fait, que traduit cette phrase d'il y a presque maintenant 20 ans, dans un rapport officiel commandé par le président de la République et qui montre comment cette rébellion des classes populaires et moyennes, qui ont été appauvries, je vous en dirai un mot dans un instant, a condamné la mondialisation comme étant, instable, transmission des crises, n'ont vécu que dans les crises, qu'ont toujours payé les mêmes couches sociales, déloyale, c'est ce que vient d'expliquer, ce qu'expliquait Védrine, et inégalitaire, parce que l'augmentation des inégalités est finalement trouver sa fertilité dans le système économique ouvert et très ouvert. J'ai repris les conclusions d'un rapport McKinsey, ce n'est pas une officine mélenchoniste, rassurez-vous, qui avait fait l'analyse de ce qui s'était passé dans 2 décennies. Ils avaient fait l'analyse 2005-2014 et de 93-2005. 2005-2014, 70% des ménages des pays développés, c'est-à-dire 580 millions de personnes, ont vu leurs revenus stagner ou baisser. 70%. On le voit autour de nous. Dans ce pays, ça a été dit par beaucoup d'intervenants. Sauf Île-de-France, bon, Paris c'est Monaco, mais vous sortez de Paris, moi je suis de Saône-et-Loire, je suis du Morvan, j'ai vu la grande dégringolade, l'appauvrissement des gens. Bon, donc ça c'est une réalité. Ça c'était la décennie 2005-2014. Que s'est-il passé dans la décennie précédente ? Celle qui a ouvert la mondialisation, c'est les années 2000. En gros, c'est l'entrée de la Chine sans aucune contrepartie dans l'Organisation mondiale du commerce. 1993-2005, seulement 10% des ménages avaient vu leurs revenus stagner ou baisser. Donc, pendant ce temps-là, l'économie a continué à fonctionner. Il y a eu de la croissance pendant toutes ces années, malgré le Covid, malgré la grande récession 2008-2009. 82% des richesses créées sont allées entre les mains des 1% les plus riches des ménages. Donc, à quoi ça sert qu'on me mette en concurrence? Je gagne moins, mes enfants vont gagner encore moins. Je n'ai pas de solution. Et d'ailleurs, regardez ce qu'ont fait tous ceux qui n'ont pas voulu, qui ont essayé d'opposer une forme de résistance. Il y a les 2 pays dans lesquels les sondages sur la mondialisation sont négatifs depuis 25 ans. 2 pays au monde. Parce que c'était analysé comme ça, c'est les États-Unis et la France. C'est assez intéressant, soit dans ces 2 pays-là, qu'on puisse trouver ces points de résistance. Ça a été fait par les déficits jumeaux, en fait. Le premier, c'était le commerce extérieur par, finalement, les dégâts de la mondialisation. Et le deuxième, par les tentatives de réparation par la dette publique de la mondialisation. C'est le deuxième déficit, c'est-à-dire comment la dette me permet de résister à ma souffrance. Bon. Ou en tout cas exprimée par la population. Donc la remontée des droits de douane, qui finalement est l'équivalent politique d'une reprise de contrôle par la population de leur économie. Et c'est pour ça que les sondages, tout le monde dit les sondages de Trump baissent, pas sur l'économie, pas sur sa manière de... Ça fonctionne, il est toujours soutenu, et pourtant il a fait beaucoup de bêtises en 1 mois et demi. Et d'ailleurs, s'il a été réélu, c'est qu'il avait été soutenu après son premier mandat. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un cycle politique qui est en train de s'ouvrir au long cours. C'est plutôt un Kondratiev qu'un Juglar, pour parler dans le langage des économistes. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, il est fort possible que nous allons retrouver, ce n'est pas une prédiction, c'est une intuition, c'est presque une conviction, que nous allons retrouver par voie d'escalade et réplication des hausses de droits de douane, tu m'augmentes, je te réponds en augmentant, nous allons peut-être retrouver le niveau des barrières douanières qui existaient avant les accords de démantèlement de l'Uruguayra en 1994 et sa concrétisation à Marrakech et la naissance de l'OMC. La mondialisation a donc, dans cette forme-là, aura donc duré 30 ans. C'est intéressant parce que quand vous lisez le livre de... je ne connais qu'elle, Susan Berger, du MIT, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Notre première mondialisation ». Elle a fait l'analyse de ce qui s'était passé au XIXe siècle, au début du XXe siècle. La mondialisation s'est arrêtée avec la guerre de 1914, c'est-à-dire exactement un siècle, à peu près. Et elle explique que c'est la dérégulation des marchés qui a amené les nations à se projeter les unes contre les autres. Ce n'est pas le protectionnisme qui a fait la guerre. Le protectionnisme l'a empêché, plutôt pendant les 30 Glorieuses et par la suite, mais
c'est plutôt le fait qu'il n'y avait plus de barrières douanières et que tous les dirigeants des grandes puissances industrielles occidentales s'étaient accordés à se combattre autrement que par la protection frontalière. Donc ça, c'est intéressant parce que lisez ce petit livre qui a été publié chez Rozan Vallon, qui s'appelle « Notre première mondialisation ». C'est un livre qui a 20 ans et qu'il faut relire. Et donc, il est intéressant de voir les similitudes entre cette période avant la guerre de 14 et celle que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, c'est toujours de l'Est et du bazar de l'Est que politiquement se transmettent les éléments de conflictualité. Donc, soyons avertis de cette leçon de l'histoire. Mais sur le plan économique, on peut observer aussi, c'est un signal qui devrait nous alerter, la continuité des politiques de remontée des droits de douane états-uniens, puisque les droits de douane de M. Trump n'ont pas été abandonnés par M. Biden. D'ailleurs, M. Obama avait lui-même commencé la remontée des droits de douane. Donc nous avons là une tendance profonde qui n'a rien à voir avec des accès conjoncturels à caractère électoral et politique, mais c'est bien un nouveau positionnement stratégique qui est en train de se dérouler. Alors, essayons d'avancer un petit peu dans les conséquences et mesurons chacune de celles qui pourraient toucher finalement notre univers concret et quotidien. Première chose, on sait donc qu'il va falloir qu'il y ait des politiques de souveraineté partout, de protection. Politique de souveraineté, c'est je décide ce que je ne veux plus être dépendant des autres. Donc vous avez vu que dans les intitulés ministériels en France, dans ce tourniquet de la Nouvelle République, enfin la Nouvelle 4e République dans la 5e, où les ministres changent tout le temps, vous savez, c'est un peu ce qu'on a connu, ce que nos grands-parents ont connu après-guerre, il n'y a qu'une chose qui ne change pas. Les ministres changent, mais l'intitulé, c'est Ministère de l'économie, de la souveraineté industrielle. Ministère de l'économie, de la souveraineté numérique. Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire. Bientôt, on va avoir le ministère de la Santé et de la souveraineté sanitaire. Pourquoi ? Parce que le désir, le besoin, la demande est là. L'offre n'est pas là. Les politiques ne sont pas tout à fait encore présentes, même si elles sont restées longtemps cosmétiques. Elles commencent à se concrétiser. J'ai beaucoup essayé de le faire lorsque j'étais en charge, en fonction. J'ai continué à le faire comme, j'allais dire, participant au débat public, comme citoyen ordinaire. Mais qu'est-ce qu'on peut regarder ? On voit que les économies extraverties, en gros l'Allemagne, la Chine, sont celles qui normalement devraient être les victimes de ces politiques, et les autres, mais ce sont elles qui pratiquent le souverainisme au quotidien, les autres politiques, celles des pays au déficit jumeaux, en gros la France et les États-Unis, les victimes, celles qui se voient victimes de la mondialisation, c'est normalement là qu'ils devraient trouver un point d'appui. La France est une nation qui est particulièrement, j'allais dire, charpentée pour recueillir ce type de politique, c'est-à-dire un point d'appui pour organiser, et le protectionnisme est un point d'appui pour organiser la réindustrialisation. C'était un point d'appui pour le Japon de l'ère Meiji, pour se lancer dans la révolution industrielle. Ça a été pour toutes les nations émergentes des débuts de la révolution industrielle le moyen de se lancer. Et comme l'écrivait le haut-commissaire au plan dans une note du commissariat au plan, dont je conseille encore la lecture, la bataille du commerce extérieur. Le haut-commissaire, qui est maintenant notre Premier ministre, écrivait « Par certains aspects, l'économie française présente les traits d'un pays en voie de développement ». Donc nous avons besoin de recommencer ce que nous avons fait au XIXe siècle, d'une certaine manière, ou d'autres nations ont fait, c'est que nous avons besoin de protectionnisme. Alors, cette stratégie de réindustrialisation, regardez bien tout ce qui était écrit dessus. Alors j'ai été avec mon équipe, certains je crois sont là, je les en remercie, nous avons construit la nouvelle France industrielle. On a planifié 34 plans. Ce n'étaient pas des plans pompidoliens. C'est un des aspects de ce que doit être une réindustrialisation. Vous allez voir qu'on a besoin de protectionnisme pour faire ça. Pour que ça marche, en tout cas. C'était une alliance c'était un alignement public-privé. On prenait des ressources publiques, des ressources privées. On prenait des labos de recherche publics, des labos de recherche privés. Et on prenait, en clair, des boîtes publiques ou pas, mais surtout privées, qui se mettaient à faire une politique publique. Et c'était d'ailleurs des dirigeants d'entreprise qui, eux-mêmes, menaient ces plans. C'est
comme ça qu'on les avait conçus. Certains ont survécu. Macron a un peu beaucoup taillé là-dedans, mais il en a gardé quelques-uns. C'est un peu ce qui se passe dans le médicament aujourd'hui. Voilà. Et donc, on a besoin pour ça de commande publique qui n'est pas concurrentielle. C'est un protectionnisme. On a besoin d'allocation autoritaire de ressources, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent et on l'attribue à un programme de réindustrialisation, c'est-à-dire que tout ça, il n'y a pas d'allocation optimale par le marché de la ressource, donc on ne fait pas confiance au marché pour réindustrialiser, parce qu'on sait que ça ne marchera pas seul. La réglementation, c'est une réglementation protectrice, par des mesures fiscales, bref, des discriminations positives ou négatives dans tous les sens. Vous lisez la proposition du livre, du rapport Luanzi qu'a commandé M. Le Maire, qui n'a pas publié d'ailleurs, donc Luanzi en a fait un très beau livre, qui raconte comment il pense qu'il faut allouer 30 milliards par an pour retrouver 15% de PIB industriel en France, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de l'Espagne. On est à 11 au mieux. Entre 10 et 11, il faut monter faut monter de 5 points. C'est un travail d'alignement public-privé et, comme je disais à toutes ces entreprises, je suis désolé, je fais un cartel. Je vous mets d'accord. Je n'ai pas le droit de le faire, mais que va dire la Commission européenne, me disaient les fonctionnaires de Bercy. J'ai dit à la Commission européenne, on plaidera. Pour l'instant, on fait l'industrie française. Le droit européen ne nous concerne pas, en vérité. Parce que le droit, vous savez, c'est fait pour être tordu. Hein. Et donc, on avait tout ça, cette argumentation. Et finalement, ils n'ont rien eu à dire. Quand j'ai fait le décret qui contrôle les investissements étrangers, qui a eu une longue carrière depuis, qui a servi à quelques protections, on m'a dit, jamais la Commission européenne ne voudra le faire, parce que Villepin avait essayé de le faire, il s'était fait retoquer, on m'a dit jamais. Finalement, elle a accepté. Donc, on voit bien que le souverainisme est en train de progresser, mais à une vitesse beaucoup plus lente que les adversaires, maintenant révélés, de nos intérêts, c'est-à-dire pas seulement la Chine, mais les États-Unis d'Amérique. Alors, comme on l'a compris, comme ça a été exprimé par l'excellent Grégoire Santil, il va falloir qu'il y ait de l'investissement pour ça. Il va falloir qu'on trouve l'argent. Et est-ce que la contagion protectionniste va toucher y compris le système financier ? Une question intéressante, parce qu'avant l'acte unique, l'épargne ne pouvait pas s'en aller aux États-Unis. Cette dérégulation qui a été imaginée d'ailleurs par les Français du FMI, de l'OCDE, qui dirigeait d'ailleurs toutes les organisations internationales dans les années 80. Ça a été d'ailleurs mis parfaitement autopsié par un professeur d'Harvard qui s'appelle Rawi Abdelal, The Construction of the Global Finance. Il explique tout ça. Mais donc c'est pas irréversible. D'ailleurs, je me souviens, comme jeune parlementaire, j'avais fait une commission d'enquête à rallonge qui allait, excusez-moi l'expression, emmerder les paradis fiscaux européens. Et à l'époque, on nous disait, mais c'est impossible de réguler la finance, on ne peut pas se débarrasser des paradis fiscaux parce que le système Clearstream, des chambres de compensation, est libre et il est garanti juridiquement dans sa liberté. Quand il y a eu l'affaire des avoirs russes et de la saisine sans fondement juridique d'un certain nombre de possessions d'oligarques, qui étaient, qui n'étaient pas, comment, quoi, pourquoi, des expropriations, et quand on a bloqué les transactions financière au sein de Clearstream pour des raisons géopolitiques, d'impératifs de sécurité européenne, on l'a fait en 10 minutes. Démontrant donc que les outils et les instruments existent pour protéger le système financier, à la fois de ses intrusions, mais également de ses fuites. Donc nous avons à nous imaginer, et d'ailleurs, quand vous regardez le rapport Draghi, il faut trouver 800 milliards pour réinvestir dans la technologie et l'industrie. Vous regardez l'annonce sur le réarmement de l'Europe, il faut encore 800 milliards pour réarmer l'Union européenne dans l'ensemble de ses composantes nationales. Donc en fait, ça fait 8% du PIB européen. Est-ce que 8% du PIB européen correspond à une capacité d'endettement de l'Union européenne qui a comme comme recette propre la taxe carbone à 1 ou 2 milliards par an? Non. Donc c'est l'épargne qui va devoir faire l'objet de mesures d'autorité et protectionnistes. Et de ce point de vue-là, ma prédiction, puisqu'on est dans une réunion de gens qui essaient de voir dans le futur,
c'est que c'est inéluctable que nous prenions des décisions comme celle-là. D'ailleurs, regardez ce qu'a fait le gouvernement, c'est un signe avant-coureur. Il a demandé à un polytechnicien, qui est très bien, M. Tibi, de ratisser tous les souscripteurs des fonds d'investissement français et donc les collecteurs d'assurance vie, en gros, qui est notre épargne, ce sont nos fonds de pension, 2500 milliards en stock, et leur dire, il faut que vous alliez dans les fonds d'investissement que je vais désigner, parce qu'eux, ils vont investir dans l'industrie française. Enfin, la tech française. Puis après, ils ont fait l'industrie dans le Tibi 2. Tibi 1, c'était la tech, Tibi 2, c'était l'industrie. Je vous le dis tout de suite, c'était une incitation, mais ce n'était pas une obligation. Moi, personnellement, j'ai toujours défendu l'idée qu'il faut qu'il y ait 5% des encours qui restent à domicile et qui servent à financer tout ce qu'on a besoin de financer. C'est pas grand-chose, c'est exactement le rapport Luanzi, qui est la déclinaison nationale du rapport Draghi, en vérité. 30 milliards par an, vous rajoutez 10 pour la défense à 40-45, on les a, c'est à peu près ce qu'on collecte chaque année au titre de l'assurance vie dans les encours des collecteurs. Donc on sait le faire. Ils l'ont fait par le nudge. Vous savez, c'est cette politique de je chuchote à l'oreille des puissants pour qu'ils fassent ma politique. Ils n'ont rien à faire. Donc en fait, la mission Tibi s'est soldée par un échec cuisant. C'est-à-dire qu'en effet, les assurances vie sont allées mettre de l'argent dans les fonds désignés par M. Tibi et son équipe, mais qui financent les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et les obligations d'État du Trésor américain, de Singapour, etc. Donc on va venir à des mesures autoritaires. Et il le faudra dans notre intérêt national. Ce qu'a dit Santil est tout à fait juste. Il y a un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions. Sinon, nous allons financer notre destruction, ou en tout cas notre asservissement. Nous finançons par notre épargne, notre travail, le rachat de notre économie par les autres. Ça ne sera pas possible. Inéluctable protectionnisme financier, après inéluctable installation des politiques de souveraineté renforcées. Alors, bon, très bien, mais allons encore un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait du numérique, qui est la cause de nos malheurs? Le rapport Draghi explique les 30% d'écart entre, dans création de richesse entre la zone Amérique, la zone euro, enfin européenne. Ce sont les grandes puissances technologiques qui se sont concentrées et qui ont pris des positions de domination de marché qui pompent notre création de valeur, notre valeur. C'est tout à fait juste. Je ne reviens pas sur le fait que tout le monde maintenant dit, ce que je me souviens l'avoir dit dans des campagnes électorales il y a très longtemps, nous étions une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Alors ça faisait un peu rire, en disant, oh, c'est bizarre quand même, qu'est-ce qu'il exagère. Et finalement, c'est une évidence. Aujourd'hui, alors on l'a abordé au plan européen sur la question des valeurs, des libertés, et les attaques du vice-président américain ont confirmé cette controverse qui pour moi est un peu décalée par rapport à la véritable situation de domination et d'asservissement. Si nous sommes dépendants au cloud américain à 70%, il y a 5 ans, c'est seulement 50%. 5 ans! Donc la dépendance s'accroît à une vitesse exceptionnelle et ils prennent des pouvoirs de marché. Donc les hyperscalers, c'est-à-dire Amazon Web Services, Microsoft et Google Cloud, aujourd'hui imposent des hausses de prix parce qu'ils sont en situation de monopole sur nos entreprises jusqu'à 40%, sans que personne ne réagisse. Et on continue, nous, même l'armée française, vont continuer à aller entreposer leurs données auprès de tous ces gens qui, s'ils disposent du big data, c'est-à-dire des grandes masses de données, disposent du calcul quantique, disposent de l'intelligence artificielle et augmentent, donc nous augmentons notre propre vassalisation. Donc là aussi, est-ce qu'il va y avoir un protectionnisme numérique? Pour moi, en gros, est-ce qu'on va sortir de la politique de réglementation fondée sur la défense des libertés publiques, nous défendons nos valeurs, merci Monsieur Breton, il n'y a pas d'ironie, il faut les défendre, mais c'est, comme on disait chez l'instituteur, en CM1, en cours moyen, disait, peut mieux faire. Alors qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Glisser vers une politique de substitution d'opérateurs. Comme il va falloir qu'on substitue les Rafales aux F-35, qu'on substitue les industries américaines par les nôtres, il va falloir que nous
ayons une politique de substitution. Vous discutez avec n'importe qui dans le secteur. Ils vous disent, le jour où la Commission européenne dit Google, Amazon, Microsoft, vous êtes à 90% du marché, 70%, 80%, vous êtes en abus de position dominante, vous avez 3 ans pour redescendre à 50%, tous les gens de la Silicon Valley français premiers reviennent en Europe et vont construire les nouvelles startups qui seront bien meilleures que celles qui sont elles-mêmes engoncées dans leur dette technique. Même si on connaît l'agilité de ces grands opérateurs et grandes plateformes. Alors moi, je pense que l'Union européenne en est incapable de prendre des positions. J'ai moi-même déposé une plainte avec le vice-chancelier allemand, qui était mon homologue, M. Gabriel à l'époque, qui était le numéro 2 du gouvernement de Mme Merkel, lorsque j'étais à l'économie, contre Google. Je me souviens, le commissaire européen à l'époque était un socialiste israélien, avait dit « Tu comprends, Renaud, on ne peut pas déposer les plaintes contre les Américains, mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. » Et je dis « Mieux vaut un bon procès qu'un très mauvais accord, donc nous déposons plainte. » Alors, ça a donné lieu à une amende de Mme Vestager, qui a été injustement combattue tout à l'heure. Là, c'est ironique. Car Mme Vestager a mis une amende qui est le prix d'un ticket de métro pour Google, 1,5 milliard. Pour le budget européen, c'est une année de recettes. Évidemment, c'était considérable, mais il n'y a eu évidemment aucun effet. Je crois que 3 ou 4 pays vont forcément à un moment ou à un autre prendre l'initiative de décider de bloquer à la demande et donc d'utiliser l'outil européen pour faire bloquer et organiser la substitution de ces plateformes et organiser après le réarmement militaire, le réarmement numérique. Il y a maintenant une base populaire de marché, car vous voyez partout en Europe que s'exprime le refus de la domination des technofascistes. Et Tesla est le premier signal, le refus de la Tesla. Moi, je ne veux plus monter dans une Tesla quand je prends le taxi. Les Teslas se font incendier à Toulouse, moins 73% en Allemagne. C'est un phénomène considérable qui est en train de se produire. C'est-à-dire que le consommateur reprend le pouvoir en utilisant sa capacité d'acheter. Et donc, il y a une base populaire, pour la première fois, de marché pour construire une alternative désormais. Mais alors, tout ça, et ça va être ma conclusion, ce protectionnisme est inéluctable dans tous les compartiments de l'action politico-économique, mais pendant que le monde rétrécit, la conflictualité augmente, la planète se morcelle, l'élection de M. Trump n'a pas résolu le problème du réchauffement climatique. Donc la question écologique reste lancinante et surplombante. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'écologie dans tout ça? C'est vrai, on l'a oublié. Dans la confrontation des nations naissantes, on a écarté ça parce que ce sont des entraves à notre renaissance. Ça a été dit, d'une certaine manière, cette réglementation, CSRD, 5 millions pour moi, j'ai mieux à faire, donnez-moi 20 ingénieurs, j'aille me battre contre les Amerlots. Très bien, on comprend. Alors, je regarde, qu'est-ce que c'est qu'une politique écologique et comment on peut l'intégrer dans ce monde nouveau. Alors, premièrement, il s'agit là aussi d'une substitution, comme les opérateurs numériques. Il faut substituer la croissance verte à la croissance brune. Il faut faire une décroissance brune et une super croissance verte pour compenser la décroissance brune qui est dominante. Donc c'est comme une révolution industrielle dans un temps rétréci qu'il faut organiser, non pas en 50 ans, comme ça avait pu avoir lieu, comme c'était le cas avec Internet, mais en 20 ans. Elle ne peut pas, et on le sait, avoir lieu par le truchement des seuls mécanismes de marché. Donc ça ne va pas se faire naturellement. Donc ça ne peut intervenir que par l'appui de politiques publiques qui vont devoir choisir des technologies, les financer, organiser leur substitution et prendre des décisions de marché avec tous les problèmes que cela peut provoquer. L'exemple du véhicule électrique 2035 de l'Union européenne qui ne marche pas parce qu'il n'y a personne pour acheter des véhicules électriques que la Commission européenne a imposé de construire aux constructeurs européens. Et la conséquence, c'est qu'on va avoir une destruction massive de notre appareil industriel, surtout
qu'il n'y a pas la réaction du protectionnisme vis-à-vis des véhicules électriques chinois, puisque les Allemands nous bloquent. Donc nous avons pour l'instant une situation, c'est 15 millions d'emplois en Europe, la question automobile. Donc je veux bien que tout ça, ça n'existe pas, que c'est pas grave, on va s'y mettre. Quand Volkswagen fait un plan social de 35 000 personnes, et que les 35 000 personnes, vous imaginez un plan de 35 000 personnes en France, mais chez nous c'est la révolution, c'est pas les gilets jaunes là, enfin on est tous jaunes là. On est tous jaunes, vous comprenez. Je vous mets un peu de distraction dans ce monde un peu triste, mais enfin, 35 000 personnes, les syndicats d'Ig Metall ont signé en bas, à gauche. À gauche. Alors, vous imaginez ce qui se prépare. Moi, je vois ce qui se passe sur les territoires, parce que je connais bien l'industrie, évidemment. Tout le monde m'appelle, je ne sais pas quoi faire. Ils me disent, il faut sauver celle-ci, celle-là. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Même Santi, il n'a pas d'argent. On fait le retournement, il n'a pas. Donc, c'est mort. Bon. Cette substitution, on ne le fera que, premièrement, avec l'État qui va devoir la financer, en supposant que les finances publiques aient retrouvé des marges de manœuvre. Donc ça, c'est pas avant longtemps, vous l'avez compris. Deuxièmement, tous ces investissements ne sont ni de productivité, ni de capacité. Ils ne servent pas la performance économique. Ce ne sont que des enquiquinements, si vous me passez l'expression. Donc, ils sont inflationnistes, puisqu'ils provoquent, de toute façon, ils perturbent la productivité. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Puis, troisièmement, c'est une politique qu'il va falloir mener de façon courageuse, parce qu'elle est totalement inégalitaire. Obliger un ménage moyen à changer de chaudière ou prendre une voiture électrique, c'est un an de revenu pour ça. Moi, je dis souvent, je veux bien mettre la géothermie chez moi, en Saône-et-Loire, Bourgogne, du Sud. J'abandonne donc une chaudière à gaz de ville à 5 000 € pour mettre une installation de 60 000 €. On me dit l'énergie sera gratuite. Oui, mais je serai mort. Elle sera gratuite pour mes enfants. Mais enfin, mes enfants, ils ont autre chose à faire pour l'instant. Et donc, elle est inégalitaire, cette politique écologie. Elle est impopulaire et en plus, elle va être autoritaire. Et on n'a pas le système politique pour le mettre en œuvre, pour mettre en œuvre ce type de politique. Donc, on voit bien que c'est une impasse. Alors, quand vous regardez quand vous observez ça, vous dites, de toute façon, on ne peut pas faire de politique écologique sans protectionnisme climatique. Qu'est-ce que demandent les agriculteurs ou les industriels de la fédération de la métallurgie? Ils disent, vous nous infligez des règles écologiques, mais vous ne les infligez pas à nos concurrents, que vous laissez importer des produits qui sont faits au mépris des règles que je suis obligé de respecter. Donc, soit vous l'imposez aux autres, soit vous arrêtez de me l'imposer. Donc, comme il y a une partie non négligeable de la population qui veut des progrès en écologie, ils seront obligés d'accepter, eux aussi, le protectionnisme climatique. Qu'est-ce que dit le MEDEF? C'est très bien le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF. En fait, c'est des taxes sur nous. Donc, mettez les taxes sur les autres, mais pas sur nous, ce que fait Trump. Donc, c'est inéluctable. Donc, de quelque manière que vous preniez le sujet, en fait, vous voyez qu'il y a deux grandes, j'allais dire, dans la géographie occidentale des controverses, vous avez deux grandes familles d'orientation politique. Vous avez qui, finalement, ont colonisé, y compris les centres, qui sont partis d'une radicalité et qui se recentrent. D'un côté, vous avez le nationalisme souverainiste identitaire. Pour résumer, tout le monde comprend à peu près ce que c'est. De l'autre, vous avez l'écologiste progressiste à vocation universaliste. Genre, l'écologie, c'est pas que nous, c'est tout le monde. Donc on fait la leçon aux autres, enfin, vous connaissez. Donc ces deux grandes familles-là, qui d'ailleurs recoupent à peu près le débat des élections présidentielles aux États-Unis, ces deux-là vont avoir besoin de protectionnisme. Et donc, ces deux pôles idéologiques de radicalité sont obligés de s'appuyer sur le protectionnisme pour réussir leur politique et les déployer, ou les implémenter, comme on dit en français moderne. Alors, qui peut réussir cette synthèse? Moi, je ne vois qu'un seul endroit où ça peut se faire, c'est l'Union européenne, qui peut la rater, mais aussi peut la réussir. La bonne synthèse de tout ça, pour rassembler les Européens autour d'un avenir, c'est d'être ultra-protectionniste, industriellement, agricolement, financièrement, numériquement, écologiquement, climatiquement,
et en même temps relaisser le pouvoir aux nations, une forme de liberté d'agir. Donc c'est une réforme importante de l'Union européenne dans ses orientations idéologiques et dans son organisation de pouvoir. Alors son organisation de pouvoir, Draghi a abordé la question de la subsidiarité. C'est-à-dire je ne m'occupe que des choses essentielles. Pourquoi l'Union européenne a subi les défaites du Brexit ? Parce qu'elle était un agent de la mondialisation qui imposait la pression de l'adaptation aux populations intérieures à l'Europe et ouvrait comme une passoire les frontières et refusait de protéger vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est cette inversion-là que l'Union européenne va être obligée de faire si elle veut être à la hauteur des enjeux actuels. Et elle va être obligée, parce que la synthèse c'est entre le progressisme et le nationalisme, elle va être obligée de faire une policy mixte, d'être progressiste à ses frontières, c'est-à-dire protectionniste. Le protectionnisme est un progressisme, je tiens à le rappeler, parce qu'il permet de protéger les gens et de mener des politiques dans lesquelles ils décident. Donc c'est un progrès. La mondialisation est une régression extrémiste. Et en conséquence de quoi, nous arrivons à la solution qui est celle que ça ne peut pas être le fédéralisme, mais le retour à une confédération où, comme le disait Jean-Paul Fitoussi, qui nous a quittés il y a 2 ans, grand professeur d'économie que j'ai eu à Sciences Po, il avait écrit un très beau livre sur l'Union européenne, il avait dit, le titre était « La règle et le choix ». L'Union européenne applique des règles, ne fait aucun choix. Ben là, elle va être obligée d'abandonner ces règles et de faire de nouveaux choix. Voilà. Demandez le programme, comme on dit, mon cher. Mais vous m'avez prié, et je vous en remercie, de donner mes impressions. J'espère ne vous avoir pas déçu.